Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour par les années 80, décennie tant chérie par les amateurs de douilles fumantes. Le film dont il va être question aujourd'hui se caractérise entre autres par ses explosions de lyrisme, ses élans d'amitié virile, John, I'm not gonna shoot you between the eyes. I'm gonna shoot you between the balls. et ses hommes de main décimés par cargaison entière. Je veux bien sûr parler de Commando. Eh oh Julien, c'est quoi ce bordel? Bah, je sais pas, l'amitié virile, les hommes de main décimés, tout ça, c'est Commando, non? Et putain, mais ça t'arrive de lire les scripts? Où est-ce que t'as vu marqué Commando là? Ouais, bon, bah, ça va, et j'ai pas que ça à foutre, moi. Bah oui, le film dont nous allons parler n'a finalement pas grand chose à voir avec les aventures musclées de John Matrix. On peut même affirmer qu'à l'instar de Piège de cristal, cette œuvre a changé la face du cinéma d'action à une période où ce dernier tournait en rond. Bref, un classique instantané dont l'onde de choc se fera ressentir aux quatre coins du monde pendant une bonne dizaine d'années. Ce game changer, comme le disent nos amis grands-bretons, ne vient pas des USA mais de Hong Kong. Il s'agit de The Killer de John Woo. Généralement considéré comme la quintessence du style de son réalisateur, The Killer est un film à cheval entre l'Orient et l'Occident. Nous allons donc nous demander pourquoi cette œuvre aussi exaltante qu'émouvante a pu devenir pour beaucoup de personnes une porte d'entrée sur le cinéma hongkongais. Mais avant d'entrer dans les détails, revenons un peu sur le contexte dans lequel est né le film. Au milieu des années 80, John Woo commence tout juste à redresser la tête suite au succès du Syndicat du crime produit par son ami Tsui Hark et sa compagnie Film Workshop. Et oui, le réalisateur venait d'enchaîner de nombreuses comédies sur lesquelles sa marge de manœuvre était limitée. Désabusé, John Woo avait même sérieusement envisagé d'abandonner le cinéma. Mais grâce à ce remake de Story of a Discharged Prisoner, le cinéaste peut enfin s'exprimer sans entrave. Le film sort en 1986 et remporte un succès sans précédent dans l'histoire du cinéma hongkongais. Le public comme la critique sont élogieux et le film, en réactualisant les codes du cinéma de chevalerie dans l'univers contemporain des triades, pose les bases d'un genre qui sera exploité jusqu'à la corde, le Heroic Bloodshed ou Hero Movie. En revanche, il y aura de nombreux désaccords artistiques entre Woo et Hark lors de la conception du Syndicat du crime 2, ainsi que sur la production de The Killer qui sera leur dernière collaboration. Cette mésentente concerne principalement le personnage féminin. Le réalisateur, concevant son métrage comme un hommage aux samouraïs de Melville, veut faire de Jenny une chanteuse de jazz noir, tandis que son producteur lui impose Sally Ye, une star de la pop cantonaise, car il estime que le jazz est trop impopulaire en Chine. Mais visiblement, il ne s'agit pas du seul différend opposant les deux cinéastes. Au final, si le film voit le jour, c'est grâce à son acteur principal, l'icône du Hero Movie Chow Yun-fat, qui adhère à 100% au projet. Le récit de The Killer est centré sur un tueur à gages solitaire nommé Ah Jong, ou Jeff dans la version internationale comme Alain Delon dans Samouraï. Un jour, lors de l'exécution d'un contrat, il blesse accidentellement les yeux de Jenny, une chanteuse de bar. En quête de rédemption, Ah Jong accepte un ultime contrat afin de financer la transplantation de cornée dont la jeune femme a besoin. En parallèle, l'inspecteur Lee, un flic dur à cuire interprété par Danny Lee, traque le tueur mais se rend progressivement compte que ce dernier lui est semblable sur bien des aspects. 佢同一般職業殺手有啲唔同，佢頭腦好冷靜，夠機智。 La première chose qui frappe à la vision de The Killer est son ton ouvertement mélancolique, et le caractère nostalgique qui s'en dégage. En effet, le film regorge de références aux films que John Woo a découverts et aimés lorsque, adolescent, il passait des journées entières dans les salles obscures. Ainsi dans The Killer, un personnage est aveuglé par un coup de feu comme dans Murder My Sweet. Le héros solitaire joue de l'harmonica comme Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Des amants ensanglantés rampent l'un vers l'autre comme le couple de Duel au soleil. Et j'en passe car on pourrait dresser un véritable inventaire à l'après-vert. Mais comme précisé plus tôt, la principale influence du film est Jean-Pierre Melville et en particulier son samouraï. Je me sens très proche de Melville, de son existentialisme, de son attitude mélancolique. Je suis fou de son cinéma. L'autre référence majeure de The Killer est Un Cloud de Teruo Ishii, un mélopolar japonais sorti en 1960 dont la conclusion tragique a marqué John Woo au fer rouge. J'adore cette séquence, je la trouve très romantique. C'est une base de départ idéale pour ce dont j'avais toujours rêvé, un film hommage à Jean-Pierre Melville. The Killer est clairement l'œuvre d'un cinéphile nostalgique se remémorant ses souvenirs filmiques.
Comme vous pouvez le constater, une grande partie des œuvres citées sont occidentales, et à ce titre le film fut en partie pensé comme un hommage au cinéma français, car à l'influence de Melville s'ajoute celle de Jacques Demy. Ici, contrairement à un Tarantino, l'accumulation de références cinéphiliques n'est pas réellement porteuse d'un discours méta sur le cinéma, mais s'avère partie intégrante d'un univers profondément introspectif. À ces influences pour le moins cosmopolites, s'ajoute celle prépondérante du Wuxia-pian, ou le film de chevalerie chinoise, qui renforce la dimension nostalgique du film. Revenons 2 décennies en arrière. John Woo, âgé de 25 ans, est engagé par la mythique Shaw Brothers où il travaille comme assistant personnel de Chang Cheh. Surnommé l'ogre pour sa propension à mettre en scène des mises à mort hyper graphiques et de sanglantes batailles à 1 contre 100, Chang Cheh est durant cette période le cinéaste phare du studio. Son influence sur John Woo est déterminante au point qu'il le considère comme son mentor. Héroïsme, valeurs chevaleresques, combat homérique, amitié virile, héros tragiques et torturés, outrance tant dans l'action que dans le mélodrame, on retrouve chez Chang Cheh une grande partie de ce qui forgera le cinéma de John Woo. 大丈夫言既出，驷马难追。我断其一臂，退出江湖。 Ce dernier réalise en 1979 un hommage à son maître, la dernière chevalerie. Et sur de nombreux aspects, ce beau film de sabre ressemble à un brouillon de The Killer, tant la caractérisation du duo de héros et certaines idées scénographiques annoncent son opus majeur. Ici, Ah-Jong et l'inspecteur Lee sont dépeints comme des chevaliers issus d'un Wuxia-pian, des héros quasi mythologiques, fantômes d'une époque révolue, qui manient le Colt 45 comme David Chiang et Ti-Lung manieraient le sabre dans les films de l'ogre. Conscients de leur valeur chevaleresque anachronique et du fait d'être en décalage total avec le monde gangréné qui les entoure, les frères d'armes de The Killer se définissent par leur nostalgie. D'une certaine façon, cet aspect de leur personnalité est même le ciment de leur amitié. D'ailleurs, leur similitude est représentée de fort belle manière par la narration visuelle de John Woo. 即使期望多飄渺，期望已能令我跨進未來。 Comme dit précédemment, The Killer est à cheval entre l'Orient et l'Occident. Ah-Jong n'est pas seulement une incarnation du Xia, le chevalier chinois. Il est aussi un personnage brassant nombre de thèmes et symboles issus du christianisme. 我哋信咁，我貪佢整，坐喺度我覺得好舒服。 Le film narre le chemin de croix et la quête de rédemption que doit accomplir Ah-Jong avant de mourir en martyr, les yeux crevés et les bras en croix, puis de réapparaître lors d'un plan final en forme de résurrection symbolique. Ici, la rédemption n'aura lieu que s'il parvient à vaincre son démon intérieur, représenté par une horde de tueurs anonymes qui transforme l'église, une zone de paix, en champ de bataille apocalyptique. Une église accueille indifféremment les bons et les méchants, si toutefois ces derniers se repentent et veulent changer. Or, c'est exactement ce que souhaite mon personnage. Il est l'image même de la solitude et l'église est le seul endroit où il se sent compris et accepté. Le fait que les adversaires qui affrontent Ah-Jong dans l'église soient une matérialisation de ses démons intérieurs est renforcé par cette réplique entendue quelques minutes plus tôt où ce dernier jure à Jenny de ne plus tuer. 其實都一樣，我唔會再殺人，我希望做得到。 Ce dialogue soulignant le glissement vers un aspect bien plus mystique du récit n'est donc pas à prendre comme une incohérence ou une preuve de cynisme de la part de John Woo. D'ailleurs, l'œuvre du cinéaste est dénuée de cynisme, tant ce dernier vise une forme de pureté dans l'expression des sentiments. Comme le mentionne Léonard Haddad dans son article L'Évangile selon Saint John, la lecture chrétienne du film ne se limite pas au personnage principal. Par exemple, Sidney, le seul ami du héros, peut être vu comme une relecture de Judas, tout comme la relation entre Ah-Jong et l'inspecteur Lee repose sur une symbolique particulière. À la simple dialectique de la rédemption, Woo ajoute celle du passage de témoin, motif essentiel de toute la littérature chrétienne, notamment dans la légende d'Arthur et du Graal, inaugurée par l'Ancien Testament. Moïse, aveugle, meurt et c'est Aaron, son frère, qui guide son peuple vers la terre promise. Cette référence forte trouve son écho dans la construction du film et l'identification progressive du flic au tueur. C'est le personnage de Danny Lee qui finit par terrasser l'ennemi et qui conclura l'œuvre rédemptrice entamée par Chow Yun-fat, devenant ainsi le bras de la vengeance autant que celui de la justice. Cette dimension très chrétienne et l'utilisation de l'imagerie qui lui est liée rapproche John Woo d'un autre réalisateur, Martin Scorsese, lequel partage une jeunesse similaire sur de nombreux points. En effet, les deux hommes disent avoir ambitionné de devenir prêtres tandis qu'ils grandissaient dans un milieu très modeste où régnaient les gangs.
Tout comme Scorsese, la mise en scène de Woo est opératique et sa caméra est sans cesse en mouvement. Il faut savoir qu'au moment où John Woo entreprend la réalisation de The Killer, la manière de filmer l'action au cinéma commence sérieusement à stagner, notamment en Occident. Les fusillades et les bagarres sont souvent réduites à un découpage télévisuel privilégiant le plan américain. Chaque mouvement, souvent effectué par un héros indestructible, est surdécoupé plus que de raison, donnant lieu à un montage au mieux scolaire, au pire illisible. John Woo opte pour une approche radicalement opposée au tout venant de l'époque, en misant sur des mouvements de caméra amples comme les panoramiques et les travelling, laissant plus de liberté à ses interprètes. Ces derniers étant plus libres de leurs actions, le cinéaste va apporter un soin tout particulier à leur gestuelle avec l'aide du chorégraphe Shin Soo-tung. Un choix pertinent dans la mesure où ce dernier s'est fait un nom dans l'industrie locale en réglant ses scènes d'action comme des ballets de danse, notamment dans Histoire de fantôme chinois, qu'il co-réalisa avec Tsui Hark 2 ans auparavant. Pour The Killer, Soo-tung va appliquer la même démarche que sur ses précédents travaux dans le Wuxia-pian et régler chaque confrontation et fusillade comme s'il s'agissait d'un ballet de danse. Un choix voulu par le réalisateur afin de conférer un dynamisme inédit à l'écran, pour ne pas dire musical, qu'il avait déjà exprimé par le passé dans son drame historique Princesse Changping et qui témoigne de son amour pour la comédie musicale. Marqué par des titres comme Chantons sous la pluie, West Side Story ou Les parapluies de Cherbourg, le cinéaste hongkongais reprend les codes scénographiques du genre, comme la mise en valeur des chorégraphies, le sens du spectaculaire et les rapports de force dans le cadre. Cette démarche témoigne d'une compréhension intuitive de l'évolution du langage cinématographique, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. En effet, par son souci du mouvement dans le cadre, le cinéma d'action moderne est la continuité du burlesque et du musical. Le but étant d'arriver à provoquer des émotions aussi fortes que celles d'un morceau de musique, à travers une rythmique des plans en parfaite adéquation avec le jeu des interprètes. Pour réussir cette prouesse sensitive, John Woo a également recours au multicam qui permet de multiplier les angles de prise de vue en une seule fois, mais avec toujours en tête ce souci de lisibilité. A ce titre, les nombreux effets comme les ralentis, freeze frame, report de points et les juxtapositions sonores qu'expérimentent le cinéaste et les monteurs Fan Kung-ming et David Wu ont pour but de décupler l'impact de la violence. Accentuée par les vêtements blancs faisant ressortir le sang et la pyrotechnie des fusillades, cette approche viscérale destinée à marquer la rétine du spectateur vaudra au cinéaste hongkongais de nombreux détracteurs. Lorsqu'un réalisateur aussi doué que John Woo affirme qu'il fait avec la violence ce que Fred Astaire faisait avec ses pieds, c'est autrement plus dangereux. Dangereux, irresponsable et stupide. On ne parle plus là de claquettes, de comédie musicale, mais de violence. C'est très bien que John Woo soit, comme moi d'ailleurs, un grand fan de Fred Astaire, mais qu'un homme adulte fasse de tels amalgames relève de l'idiotie. Dans de tels propos, sa bonne conscience et son aplomb me sidèrent. Les films de John Woo ne rendent pas compte de la réalité de la violence, de la douleur, de la mort. Ce sont des ballets qui l'embellissent, qui la dématérialisent. La mort, la violence, la douleur constituent des épreuves excessivement dures. Les plus dures qui existent. Quand on les met en scène dans un emballage qui procure du plaisir, on touche à l'irresponsabilité des auteurs. Elle est d'autant plus grave que notre société devient de plus en plus violente, de plus en plus dure. Et pourtant, à y regarder de plus près, le traitement de la violence chez le réalisateur hongkongais s'avère beaucoup plus subtil et subversif que ce que Haneke semble y voir. Si en tant que spectateur, on peut être séduit par les postures iconiques des personnages lorsqu'ils passent à l'acte, le sang à foison comme les ralentis sur la souffrance des victimes ne font aucun doute quant à la volonté de Woo de nous faire empâtir pour ces dernières. Et c'est même tout le propos du film. Ah Jong est un tueur rongé par la culpabilité de ses actes. La mort rôde en permanence autour de lui, et c'est justement parce que cette dernière touche des innocents qu'il souhaite mettre un terme à sa carrière. 唔好理咁多，救人先。係。唔好騷擾醫生，放低支槍。 De cette amertume découle un regard désabusé sur le monde qui l'entoure, un point de vue qui le rapproche de l'inspecteur Li Ying. Un peu comme dans Vampire Hunter D Bloodlust, dont nous avons déjà parlé, les deux personnages peuvent être vus comme les derniers représentants d'un monde disparu. L'ambiance crépusculaire dans laquelle baigne The Killer, avec ses héros solitaires voués à une destinée tragique filmée avec un sens aigu de l'action, est à mettre en lien avec un autre maître à penser de John Woo, Sam Peckinpah. En effet, Woo se plaît à citer ouvertement des scènes emblématiques de réalisateurs américains, notamment la fusillade dans l'hôtel du Syndicat du Crime 2 qui renvoie à celle de Guet-apens. Ou encore la fusillade finale de The Killer qui est un renvoi explicite au carnage final de la horde sauvage.
Peckinpah, Woo opte pour une vision tragique du spectaculaire afin de dépeindre l'ultime baroudonneur de ses personnages. Cependant, l'approche du cinéaste hongkongais diffère quelque peu du nihilisme de Peckinpah. En effet, le style hyperbolique de The Killer est au service d'un propos beaucoup plus sensible, pour ne pas dire sentimental. Si l'on a tendance encore aujourd'hui à réduire l'œuvre du cinéaste à des scènes d'action over the top, on oublie trop souvent que ces dernières prennent appui sur des situations à fleur de peau. Si les deux volets du Syndicat du crime mettent déjà en avant le goût du cinéaste pour le mélodrame à travers le parcours chaotique de Ho, Mark et Kit, The Killer opte pour un traitement similaire vis-à-vis de Ha Jong et son idylle avec Jenny. Bon, pour être honnête, le personnage de cette dernière n'est pas spécialement développé et Sally Ye est plus à l'aise chez Tsui-hark. Elle apparaît donc comme le point faible du film, mais malgré tout, le cinéaste arrive à compenser cet obstacle en se focalisant sur sa relation platonique et tragique avec Ha Jong, à travers des sous-entendus où les gros plans et les regards en disent bien plus que bien des mots. Ce mélange parfaitement assumé entre film d'action et mélodrame romantique renvoie également à une autre période chère au cœur du cinéaste, l'âge d'or hollywoodien. Chow Yun-fat peut être vu comme une réminiscence de Cary Grant, de par son charisme et son espièglerie. Mais c'est surtout les quelques touches d'humour qui parsèment le film, notamment le face-à-face entre Ha Jong, Lee Jing et Jenny, qui renvoie à la screwball comédie. 係啦，我斟茶俾你哋啊！唔使啦。一定要嘅。 Tous ces éléments auront permis à John Woo de livrer une œuvre iconoclaste qui va connaître un impact considérable bien au-delà de son pays. En plus d'être un succès local et de remporter plusieurs prix aux Hong Kong Film Awards, l'équivalent cantonais des Oscars, The Killer fera également sensation dans plusieurs festivals internationaux, comme ceux de Toronto et Sundance. Impressionnés par le long métrage, Martin Scorsese et Oliver Stone seront les premiers à lui assurer un important bouche à oreille, avant que le culte se perpétue grâce à la vidéo. Par la suite, c'est Sam Raimi et Jean-Claude Van Damme qui produiront le premier film américain de John Woo, sans oublier Tarantino qui rendra régulièrement hommage au cinéaste. You put this bad boy in a flick, every motherfucker out there want one. I'm serious as a heart attack. When them Hong Kong flicks came out, every nigga in the world had to have a 45. And they ain't want one, they want two, cause all them niggas want to be the killer. Comme pour toute œuvre ayant imposé de nouveaux standards cinématographiques, de nombreux réalisateurs reprendront les figures de style du maître, avec plus ou moins de succès. L'approche très stylisée du cinéaste hongkongais va également avoir un impact considérable sur l'animation japonaise. Plus surprenants sont les réalisateurs qui perpétuent ce mélange d'action chevaleresque et de romance à fleur de peau. Dans Anna, Joe Wright opte pour une approche musicale de l'action, quand il ne fait pas l'inverse en filmant les ballets d'Anna Karenine comme des duels, afin d'exprimer les sentiments exacerbés de son personnage. Et pour aller plus loin, on vous renvoie bien évidemment vers notre épisode consacré à Joe Wright. Enfin, il y a Peter Jackson qui, au travers de ses adaptations de l'œuvre de Tolkien, opte pour un traitement hyperbolique qui n'aurait pas dépareillé chez le maître hongkongais. Que ce soit dans l'utilisation de ralentis lyriques pour souligner le pathos, la romance traitée sous un angle platonique, ou la destinée tragique de Thorin, dernier représentant d'un monde disparu qui cherche à retrouver son honneur au seuil de la mort. Si on ignore ce que pensent Jackson et Wright de John Woo, force est de constater qu'ils pratiquent un langage cinématographique assez proche. En ce qui concerne ce dernier, The Killer reste encore aujourd'hui l'un de ses films les plus aboutis, lui ayant permis de gagner une aura internationale qui s'est poursuivie dans les décennies suivantes. Pour toutes ces raisons, The Killer reste une œuvre intemporelle qui nous exalte autant qu'elle nous met la larme à l'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement nous donner quelques sous sur Tipeee. A bientôt pour de nouvelles aventures. 我有啲嘢要做。